Bonjour à tous, désolé, petit problème technique de démarrage. Enchanté d'être là aujourd'hui. Déjà, ça fait 2 ans, je pense que j'ai pas fait de conférence sans masque. Je pense que ça vous plaît aussi de ne pas en avoir aujourd'hui. Je me présente donc, je suis directeur stratégie RH chez Transformation dans une boîte qui fait de la transformation digitale des métiers RH, IT et ce genre de choses. Et ça fait un peu plus de 10 ans que je m'intéresse au sujet AR, VR, Metaverse maintenant depuis à peu près 2 ans. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit tour d'horizon de quoi on parle en fait quand on parle de Metaverse et d'avoir des focus sur l'utilisation des entreprises. Alors vous savez tous que l'intérêt autour du Metaverse est arrivé autour de Meta. Ça c'est un petit Google Trend qui montre en fait qu'à partir d'octobre 2021, tout le monde a commencé à en parler. On voit par exemple que notre cher président hier a parlé aussi de Metaverse, que ça rentre aussi dans la campagne politique. Je ne sais pas si vous étiez au CES pour certains d'entre vous, mais il y a pas mal d'annonces qui ont été faites. Samsung qui s'est lancé dans le Metaverse, Hyundai qui a voulu proposer une sorte de lien entre le réel et le virtuel en utilisant des robots. Samsung qui a annoncé qu'ils intégraient des NFT dans les Smart TV. Nvidia qui a proposé un outil de création qui s'appelle Omniverse. Donc il y avait beaucoup de choses. Et en même temps, il y a aussi un peu des moqueries sur ce sujet, comme à l'époque sur les sujets AR/VR. Le Gorafi qui nous dit que les auto-écoles vont proposer de rouler sur son moniteur dans le Metaverse. Des personnes aussi qui expliquaient les mots utilisés dans la technologie, dans tout l'univers startup, où tout devient Metaverse. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui dit que justement ils se lancent sur le sujet. Et au CES, il y avait beaucoup de choses comme ça. Il y avait des choses qui étaient liées à la réalité augmentée, la réalité mixte et ce genre de choses. Et le mot Metaverse était à peu près partout. On a parlé de méta en introduction, et ce qu'on peut se dire, c'est que certes, ils ont lancé entre guillemets le sujet, mais que même pour eux, c'est compliqué. Ils ont lancé des concerts qui ont été, on va dire, globalement des fiascos par rapport aux investissements. On a beaucoup de questionnements sur la capacité de Facebook à développer le métaverse, en tout cas tel qu'il l'imagine. On a aussi l'ancien président de Nintendo qui dit « moi je ne crois pas du tout à cette vision ». Et il y a quand même un sujet vis-à-vis de Meta sur leur capacité technique à pouvoir lancer un univers virtuel comme ça, et aussi sur est-ce qu'on a assez confiance en eux pour pouvoir le faire. Donc ça fait partie des sujets en tout cas qui sont discutés. Il y a des prévisions qui sont assez importantes sur à quoi va ressembler le marché du métavers. C'est moi qui m'intéresse au sujet AR/VR depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je me rappelle aussi des prévisions en 2014-2015 sur le marché, où en fait on s'est aperçu qu'entre ce qui était prévu et ce qui se passe aujourd'hui en 2022, on est plutôt à hauteur de 20% de ce qui était prévu il y a 5 ans. Et donc l'excitation, et je pense dans un salon comme Virtualité aujourd'hui, est intéressante sur le sujet, mais il y a aussi la question de l'adoption. Sur les sujets RVR, par exemple, on attendait une adoption du grand public et finalement ça a plutôt été une adoption B2B sur des sujets de la formation, sur des sujets industriels, ce genre de choses. Donc très motivé personnellement sur le sujet, mais attention quand même aux projections qui sont hautes. On a Gartner aussi qui nous dit que d'ici 2026, 25% des gens passeront 1 heure par jour dans le métaverse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous en train de faire des visios, en train de faire du Teams ? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire des visios dans des univers virtuels ? Ce qui me paraît probable, parce que Microsoft essaie de faire ça. Mais est-ce que c'est réaliste, ça, d'ici 2026 ? Il y a un intérêt de manière générale, par les marques, mais aussi par les influenceurs. Alors moi, je suis un peu un blogueur d'il y a quelques années, on va dire, d'il y a 10 ans. J'ai beaucoup travaillé dans les réseaux sociaux. Et là, on a une étude qui nous dit que 70% des influenceurs estiment que le métaverse remplacera les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce qu'on dit le métaverse ou les métaverses ? Aujourd'hui, on a un device qui est un smartphone. On va se connecter à plein de plateformes différentes. Et j'avais fait il y a quelques mois un podcast sur le sujet avec quelqu'un qui travaillait dans les jeux vidéo en lui disant, en réalité, on va plutôt se connecter à des multiplateformes. Et il y a un peu le sujet du device qui va permettre de le faire. On va parler des lunettes de réalité augmentée, des casques et tout ça. Et un chiffre intéressant, vous connaissez donc The Sandbox, qui d'ailleurs a un stand ici, je l'ai vu tout à l'heure, dans lequel des influenceurs ont acheté des îles privées. Il y avait eu aussi une ouverture à cette vente où il fallait être un influenceur avec au moins 1 million d'abonnés sur YouTube pour pouvoir accéder à ça. Donc il y a aussi un peu le jeu des sphères d'influence. Et pour ceux qui connaissent l'origine du mot métaverse, qui était dans un livre qui s'appelle Le Samouraï virtuel, il y avait déjà cette histoire de le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les pouvoirs, avec les grandes entreprises qui globalement investissent beaucoup dans ces sujets.
Le métavers ne sera pas forcément le monde idéal où chacun va pouvoir reprendre le pouvoir sur ce qui est fait. Il y a aussi beaucoup de gens qui investissent aussi bien dans la crypto que dans des NFT, que dans des îles virtuelles. Alors bien sûr, les grandes entreprises se positionnent. Carrefour qui investit dans The Sandbox, AXA qui vient d'acheter une parcelle. J'ai lu ce matin, et c'est pour ça que je l'ai mis, que HSBC devenait la première banque à investir aussi le métaverse. Havas qui annonce qu'ils vont arriver aussi pour créer Havas Village. Des entreprises de conseil. Et tout ça me rappelle une époque, il y a 15 ans, où on était dans Second Life et en fait, on voit ces captures d'écran, on se disait, les banques assurances étaient déjà présentes, Areva sur la partie nucléaire était déjà présente, les cabinets de conseil, les anciennes SS2I étaient déjà présentes. On a même vu cette semaine le retour de Lamoyeur. Lamoyeur, pour ceux qui sont anciens, savent qu'on téléchargeait à l'époque des MP3 dessus. Et là, Lamoyeur revient d'entre les morts pour créer une plateforme de NFT musicaux. Donc c'est parfois un peu une redite. Et on peut se dire pourquoi est-ce que ce qui s'est fait il y a 15 ans marcherait aujourd'hui. On verra aussi qu'il y a une évolution un peu culturelle qui s'est faite. Derrière la logique de métaverse aussi, on voit qu'on a des technologies plus ou moins matures, mais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont existantes. On va parler de 5G, du Wi-Fi, on va parler des lunettes connectées. Il y avait beaucoup de lunettes connectées au CES, par exemple, cette année. Et moi, j'attends que Apple sorte les siennes. On ne fait qu'attendre. Et en fait, avec la pandémie, on a vu qu'il y a eu un ralentissement de toute cette partie technologique parce qu'un problème de composants qui fait qu'on est sûrement allé moins vite que ce qu'on voulait. Facebook, là, vient d'annoncer qu'ils lançaient en France leurs lunettes connectées, mais ce qui ressemble plus à ce que Snapchat faisait à l'époque, c'est Spectacles, on va dire, des lunettes qui permettent de faire de la vidéo et autres. On n'est pas encore dans la réalité immersive, mais il y a une volonté de la part de tous ces acteurs de faire des choses comme ça. Et après, il y a tous les blocs qui vont être les blocs de contenu, d'expérience, toute la partie publicitaire, toute la partie design. Donc il y a beaucoup de choses qui existent, mais est-ce qu'on arrive à mixer tout ça pour en faire un univers qui est donc le métavers ou les métaverses qui fonctionnent ? Avec une question derrière, c'est est-ce qu'on est dans une logique centralisée ou décentralisée ? Vous savez que les plateformes sociales aujourd'hui, c'est globalement des serveurs qui appartiennent à une entreprise qui propose une expérience. L'idée de la décentralisation, c'est de se dire aussi que ces univers sont co-hébergés, co-ownés, on va dire, par beaucoup de personnes. Mais on a des gens comme par exemple l'ancien président de Twitter qui nous dit ne croyez pas non plus à cette promesse parce que la vérité c'est que c'est aussi les VC, les investisseurs, les grandes entreprises qui vont quand même posséder une plateforme de cet univers décentralisé. Ce qui est sûr c'est qu'en tout cas les gens qui parlent du métaverse misent plutôt sur une approche décentralisée du sujet. Alors pourquoi maintenant ? Depuis 2 ans, on a eu beaucoup de choses qui sont passées. On s'est tous retrouvés à faire du distanciel. On s'est investi totalement dans la partie virtuelle. Et on a aussi beaucoup d'avancées technologiques qui font que le point auquel on est aujourd'hui, culturellement, intellectuellement, tous ensemble, on est plus à même de rentrer dans ces logiques. Si Microsoft avait dit il y a 3 ans, OK, on va mettre des avatars virtuels et vous allez faire vos réunions dans un univers virtuel, ça nous aurait fait sourire. Aujourd'hui, moi, je pense que je fais 70% de mon temps en distanciel, en Teams, Google Meet et tout ce que vous voulez. Et on a tous appris à faire ça. Et même les gens de nos familles, nos grands-parents et tout ça, se sont développés là-dessus. Donc, il y a un terrain intéressant pour ça. Et il y a le sujet quand même, et c'est le même sujet qu'il y avait sur la réalité virtuelle, qui est celui du B2C ou du B2B. Est-ce que ça va être le grand public qui va se lancer dedans ? Potentiellement, le grand public, déjà, va se dire est-ce que j'y ai un intérêt ? Est-ce que l'expérience qui m'est proposée est intéressante ? Et c'est la même chose que quand, à l'époque, vous avez découvert vos premiers réseaux sociaux. Comment est-ce que vous l'avez découvert ? Il y a un de vos amis, quelqu'un de votre famille qui vous a parlé de Facebook, de Twitter, de Snapchat, et vous vous y êtes mis ou pas ? Et ce point de décision va être un peu crucial sur l'adoption à la suite du métaverse de est-ce que les gens vont y trouver un intérêt ? Est-ce que ça ne va pas être compliqué ? Par exemple, hier, j'ai partagé sur Twitter un lien vers Decentraland. Quelqu'un m'a dit « Ah, mais le truc est en anglais et la homepage, je comprends rien. » Alors que c'est plutôt quelqu'un qui est très connecté depuis longtemps, mais qui a un côté un peu oui, je n'ai pas forcément envie d'y aller, ça me stresse et je ne comprends pas forcément. Donc moi, je vais plutôt vous parler d'une partie qui est plus entreprise et B2B aujourd'hui, avec différentes choses. Donc j'ai parlé de Microsoft, qui investit avec Mesh le métavers via notamment Teams. Teams qui a quand même fait une évolution assez marquante ces dernières années. Il y avait beaucoup d'outils qui étaient utilisés dans les entreprises, mais on va dire qu'ils ont réussi à faire un coup. Des nouveaux lieux d'événements. Là, par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Virtway, qui crée des événements virtuels.
Pour ceux qui ont fait Virtuality en 2020, vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait ça dans un environnement virtuel. Moi, j'avais un avatar virtuel, j'avais animé une table ronde à l'époque et je m'étais retrouvé à minuit en train de me balader sur des stands virtuels pour aller voir différentes informations. Et en fait, c'est cette logique. Après, on est tous un peu fatigués de ça. On se dit, mais c'est important qu'on soit tous ensemble et qu'on soit là physiquement, qu'on se voit sourire et voilà. Mais même si on a quand même une envie de retour à la vie réelle, quelque chose s'est passé dans nos têtes qui fait qu'on ne va pas, en tout cas, revenir tel qu'on l'était avant. Il y a une plateforme que je trouve intéressante qui s'appelle Metaverse, qui en fait propose de faire des réunions dans un univers virtuel. Donc vous avez, alors pour l'instant c'est un peu science-fiction, hein. Vous avez des sortes d'avatars où vous pouvez montrer votre vraie tête et faire de la visio. Au CES, on a une entreprise qui s'appelle TouchCats qui a présenté MCity, qui se présente comme la première ville métavers d'entreprise, où l'idée c'est de créer un peu la défense, mais en version métaverse. Nike, vous l'avez sûrement vu, a ouvert Nikeland. Mais qu'est-ce que c'est que Nikeland à part, on va dire, son siège virtuel dans un univers qui est Roblox? On a aussi beaucoup de choses sur tout ce qui va être jumeaux numériques. Donc jumeaux numériques, c'est la version, on va dire, digitalisée de choses qui se passent dans l'industrie. Et en fait, se dire aussi, dans ces univers virtuels, on pourrait très bien avoir des ingénieurs, des gens qui travaillent autour de différents objets virtuels pour se dire, allons au-delà des lunettes et intégrons-nous vraiment dans un environnement de travail 100% virtuel. Je vais vous parler maintenant de la partie RH parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, je trouve, qui se passent sur le sujet. Il y a aussi bien des entretiens en virtuel, on va avoir des avatars virtuels qui peuvent vous entraîner, par exemple, vous former, avec des solutions d'intelligence artificielle plus ou moins abouties, mais qui va permettre en fait d'avoir des vraies interactions. Ce dont je vous parle, là, se passe dans les RH, mais se passe aussi dans l'expérience client, par exemple, où en fait, on va avoir des avatars virtuels où, plutôt que de parler à un chatbot à l'écrit, vous avez en fait des humains virtuels, entre guillemets, qui viennent vous parler. Et cette logique est la même dans la partie RH. On a aussi des salons de recrutement. Donc là, en fait, c'est un exemple d'une boîte. Donc c'était un VC qui avait investi dans beaucoup d'entreprises et qui a fait un salon de recrutement plutôt de profil tech dans un univers virtuel. Et j'ai vu aussi que là, en Asie, il y avait un salon aussi qui s'était organisé comme ça avec encore beaucoup plus de gens. Donc ce que disait la personne dans cet article, c'est que ça donne pas forcément trop envie, on dirait un peu du Nintendo Me, mais que les échanges étaient particulièrement intéressants et que ça changeait un peu du côté froid de ce qu'on peut avoir dans la visio. Et tout à l'heure, on parlait de Microsoft et de Teams et ce genre de choses. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews depuis 1 an et demi avec des personnes qui, par exemple, sont stressées de se montrer à la webcam, qui coupent leur webcam, des boîtes où culturellement, ils nous disent non, mais on a un problème de réseau, on peut pas se montrer, c'est compliqué, alors que c'est faux. C'est juste culturel. Et le fait d'avoir des avatars et prendre un peu de distance par rapport à son corps, je pense que c'est un point qui est intéressant pour la suite, que ce soit dans le recrutement, que ce soit peut-être dans la formation ou dans des échanges internes. Certains d'entre vous ont peut-être vu que Paris allait accueillir la première école du métavers. Je crois qu'ils appellent ça le Metaverse College. Alors ce matin, j'ai vu des gens sur Twitter qui se moquaient largement du sujet. Et la promesse, c'est on ne veut pas former les gens à des technologies, mais plutôt à un univers. Un univers qui, pour l'instant, n'est pas forcément totalement existant. Alors bien sûr, on a aussi des choses qui sont, par exemple, de la formation technique. Ici, on avait Vodafone qui avait créé un univers totalement virtuel pour ses techniciens. On a des entreprises comme Blade Media qui vont travailler sur des sujets plus RSE, par exemple sur la partie inclusion, sur la diversité, pour faire des mises en situation. Et on a par exemple Meta avec Horizon Workrooms qui propose d'améliorer le collaboratif distanciel. Alors je pense qu'il y a un sujet un peu d'apprentissage dans un premier temps, de comment est-ce qu'on appréhende ces choses, mais il y a quand même quelque chose de aller au-delà de l'écran. Reprendre la capacité de pouvoir se déplacer. Et aussi, il y a quelque chose, je pense, qui nous manque. Avec le distanciel, on a perdu un peu de la culture des entreprises, on a perdu un peu de la proximité qu'on peut avoir avec les gens. Et le café, entre guillemets, virtuel, ça emmerde un peu tout le monde de se dire « Ok, je vais aller sur Teams et je vais prendre mon café virtuel et je vais faire mon apéro virtuel ». Se retrouver dans un
lieu virtuel alors que beaucoup de gens sont à distance. Moi, par exemple, dans ma boîte, je suis arrivé depuis assez récemment, ça fait une dizaine de jours, mais je sais que des gens, depuis le confinement, sont partis habiter en Savoie, sont partis habiter dans le Perche et ce genre de trucs, et donc on les voit plus vraiment. Et ils ont besoin aussi d'un endroit pour se rassembler, et pour moi, ce type de métavers, ce type de lieu est tout à fait intéressant par rapport à ça. J'ai vu aussi que certaines startups travaillaient sur des virtual wallets. Donc vous savez ce que c'est peut-être un wallet sur la partie crypto. Donc vous avez votre portefeuille virtuel dans lequel vous allez mettre vos NFT, vos cryptos et tout ça. Et en fait se dire, travailler sur un endroit où on va mettre tous les points importants pour les collaborateurs. Que ce soit par exemple leur diplôme, que ce soit leur certification, que ce soit des éléments qui sont liés à leurs entretiens. Et qu'en fait, on héberge via la blockchain tous les éléments qui sont importants plutôt que ce soit mis dans des serveurs X ou Y, dans des Dropbox ou que sais-je. Et je suis tombé sur une offre d'emploi assez intéressante de Meta qui recrute un DRH principalement pour la création de contenu. Donc eux aussi, quand même, sont dans cette logique-là. Alors ils demandent 15 ans d'expérience dans la compréhension des sujets RH et de la stratégie et de la transformation, mais c'est pas pour faire la direction des ressources humaines, c'est pour créer du contenu pour son métavers, ce qui veut dire qu'ils ont aussi un intérêt par rapport à ça et qu'en tout cas, ils cherchent à s'orienter dessus. Autre exemple avec Deloitte, on parle beaucoup par exemple de l'onboarding. Je pense que l'onboarding pendant la période Covid a été un sujet et qui a créé en fait la capacité pour les gens avant qu'ils rejoignent l'entreprise, de voir à quoi ressemblait le siège de l'entreprise et de commencer à comprendre comment étaient organisées, je ne sais pas, les salles de réunion, comment ça se passait. On a aussi L'Oréal qui, pour ses vendeurs, fait de l'onboarding virtuel. Alors là, on est plutôt sur de la vidéo 360, mais je suis sûr que ce genre de choses aussi va se développer dans des univers beaucoup plus immersifs. Aussi parce que une fois que ça a été produit, il n'y a pas besoin de revoir des gens qui vont refaire le même onboarding à la suite. Et il y a aussi un sujet un peu de gestion des conflits sociaux. Alors, ici, le titre dit « Une première manifestation a eu lieu devant la boutique virtuelle de Samsung » et beaucoup de gens ont dit que c'était la première manifestation dans le Metaverse. Apparemment, à l'époque de Second Life, il y avait déjà eu une manifestation un peu similaire. Mais c'est aussi pour dire que toutes ces tensions qu'on peut avoir et tous les problèmes qu'on gère dans l'entreprise vont aussi se retrouver dans ces espaces virtuels. Et tout à l'heure, on parlait d'HSBC, d'AXA qui ont, on va dire, acheté des parcelles, veulent créer des nouvelles choses. Il va y avoir un sujet aussi de comment est-ce que je gère mon entreprise en 3 dimensions, comment est-ce que je gère ma marque en 3 dimensions, et comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que je sois cohérent par rapport à ça. Alors je vais faire un petit point sur les marques, parce que j'ai aussi beaucoup bossé dans le marketing dans ma carrière, où j'ai vu différents sondages qui demandaient en fait qu'attendent les gens de cette partie, enfin des marques vis-à-vis du métaverse. Et en fait, il y a quand même une volonté de... On est intéressé pour avoir des contenus dans ce type de sujet, donc on va avoir des plateformes comme Fortnite qui sont très ouvertes sur les sujets marketing, mais on n'a pas que ça. On peut avoir de l'événementiel virtuel, de la communication RSE, par exemple avec une campagne qui avait été créée par l'agence We Are Social, du placement de produits avec Fortnite qui fait un mix avec du Balenciaga et qui derrière va aussi diffuser sur un écran 3D géant aussi ces choses. Et je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui sur le métaverse, comme la VR et la R à l'époque, qui est de comment est-ce qu'on rend accessible aux gens avant même qu'ils soient encore dans cet espace. Il y a 10 ans, quand on faisait de la réalité augmentée, il fallait un gros ordinateur, une webcam, c'était compliqué, il fallait des marqueurs. Et je me rappelle de gens qui, à l'époque à Bastille, avaient ramené des ordinateurs, les avaient mis dans leur coffre de leur voiture et avaient fait tester aux gens ce que c'était, pour qu'ils commencent à comprendre en fait la logique. Et cette logique de porter aussi dans le monde réel des choses qui viennent de cet univers pour intéresser les gens, et pour moi va dans le bon sens. Alors le sponsoring, je pense, c'est assez habituel, des produits virtuels, donc on va parler rapidement de NFT dans 2 minutes. Les influenceurs virtuels, du showroom virtuel, du métacommerce. Forcément, tous les sujets qui nous intéressent dans la vraie vie commencent à être investis en fait, dans tout ça. Après, le sujet, c'est par exemple celui du retour sur investissement. J'avais fait dans une agence une intervention sur le métavers, on m'avait dit, mais par exemple sur la partie publicitaire, comment est-ce qu'on peut faire du tracking? Comment est-ce qu'on sait qui on cible? Aujourd'hui, on n'en sait rien, il n'y a pas de plateforme qui permette de faire ça. Après, faisons confiance à des plateformes comme Meta qui font de la publicité depuis très longtemps pour déjà avoir les données parce qu'ils les ont sur nous, et derrière de proposer des services, si ce n'est publicitaire, mais en tout cas de marketing et de sponsoring.
Je vous ai mis d'autres exemples aussi. Là, par exemple, dans Roblox, un sac Gucci, la version virtuelle d'un sac Gucci qui s'est vendu plus cher que sa version réelle. Donc, c'est aussi quel est le prix qu'on met sur du virtuel. À quel point est-ce que c'est vraiment du virtuel ou est-ce qu'à un moment donné, ça a une valeur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Nike qui a racheté cette application qui propose aussi des baskets virtuelles, donc une startup spécialisée dans les NFT. Ils ne l'ont pas fait pour rien. Peut-être que dans un an, on achète notre basket et on a l'équivalent virtuel qu'on peut aller porter dans son métavers. Donc tout ça est plutôt très intéressant dans le développement. Il y a aussi des marques automobiles qui vont se dire tiens, comment est-ce que je fais pour émerger? Est-ce que le futur des salons de l'auto se fera aussi en version virtuelle? Est-ce que, par exemple, là, la marque Acura, qui propose d'acheter un NFT de son futur modèle, qui propose aussi un univers virtuel autour de sa marque, qui s'y est aussi hébergé là, dans Decentraland, qui est un métavers. On a même le sport automobile qui se lance sur le sujet. On a là depuis le 19 mars, est-ce que c'est aujourd'hui le 19 mars? Oui, ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas, et qui du coup lance le GP Metaverse, le Grand Prix, avec des modèles qui sont vendus à NFT. Donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Et tout à l'heure, je parlais du président Macron qui utilisait le mot métaverse. On sait aussi qu'à droite, ils ont aussi utilisé ce mot-là. Le fait que ce soit quand même utilisé dans le langage commun, ça crée quand même un ancrage mémoriel pour beaucoup de gens. Ça existe en fait. Et tout comme le social media, il y a 10 ans, il y avait des gens qui nous regardaient un petit peu loin en disant mais qu'est-ce que c'est? Là aujourd'hui, on est un peu au social media d'il y a 10 ans. Il y a des gens qui commencent à se positionner et on voit que c'est dans la logique de ce qu'on vit. On est déjà dans un univers virtuel aujourd'hui parce que quand vous envoyez des messages sur WhatsApp à des gens qui ne sont pas là, vous êtes dans le métro, les gens autour de vous, vous ne les voyez pas, vous parlez à des gens qui sont peut-être à des dizaines de kilomètres et vous êtes déjà dans cette approche virtuelle. Le fait de faire le saut après dans un univers totalement virtuel qu'est le métaverse, c'est juste un blocage mental potentiellement qu'on peut avoir, mais c'est sûr que ça va arriver. Autre exemple avec Procter & Gamble Beauty qui a lancé lors du CES ce qu'ils appellent le Beauty Sphere. Alors c'était plus un univers qu'ils avaient créé spécifiquement, mais c'est pour se dire aussi qu'il y a des grands acteurs qui se lancent sur le sujet. Et je parlais des NFT. L'intérêt des NFT aujourd'hui, au-delà d'avoir potentiellement faire de l'argent pour ceux qui ont envie d'investir dedans, c'est plutôt le nouveau type de business model que ça peut apporter pour les entreprises. Quand je vends un NFT et que derrière, je peux avoir à chaque fois des commissions à chaque fois qu'il est revendu, en fait, ça crée un business model qui déjà, je pense, est difficile à intégrer mentalement pour les marques, parce qu'aujourd'hui, quand je vends un produit, si j'achète un sac Gucci et qu'ensuite je le revends, la marque ne touche rien. Alors que dans la logique des NFT, on a totalement la capacité de le faire. Et c'est une organisation, je pense, mentale pour les entreprises de travailler ce type de sujet, mais ça crée une opportunité de business qui est quand même assez conséquente pour la suite. Et ma dernière slide, ce sera sur ça, qui est plutôt sur la partie cybersécurité, parce qu'en fait, on s'excite tous sur le sujet, mais les entreprises d'aujourd'hui sont à risque, de manière générale, sur cette partie cybersécurité. On va avoir des géants comme Facebook qui possèdent quand même des milliards et des milliards de données sur des gens et on va les mettre dans des univers immersifs. Donc comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Et pour l'instant, on est dans l'exploration, mais à un moment donné, il faudra aussi avoir quelque chose de beaucoup plus construit qui va aussi rassurer, par exemple, les structures IT des entreprises. Slide de fin, keep calm and metaverse. Moi, je suis toujours dans l'idée sur ce type d'innovation de se dire il faut qu'on soit curieux, il faut qu'on ait envie d'explorer le sujet et on voit ce que ça donne. J'ai été à l'époque sur Google+, sur Google Wave, sur 1 milliard de plateformes social qui finalement ont disparu, mais ces plateformes ont quand même aussi posé la base pour des nouveaux usages qui sont restés dans la tête des gens. Et peut-être en conclusion, je donnerai l'exemple de Uber. Uber, vous connaissez tous cette plateforme. Peut-être qu'Uber, à la fin, n'est pas la plateforme qui va gagner, mais on a quand même dans l'idée qu'aujourd'hui, on peut commander en un clic et payer via une application une voiture. Et peu importe qui sera dans 10 ans ou 20 ans le gagnant de ça, mais ils ont réussi à faire débloquer quelque chose mentalement chez les gens qui restera pour toujours. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, je suis tout à fait preneur. Sinon, c'était sympa. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Looking for myself, I'm staring at my shadow.
side.